Bonsoir Naï, Bonsoir Mali, bienvenue à Bruxelles à nouveau. merci beaucoup. Et je, je suis content de t'accueillir suite à la première entrevue qu'on avait eue. Et j'ai vu quand même que tu avais de nombreux commentaires et beaucoup de Oui, retours. oui, Et on pourrait éventuellement aborder aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que maintenant tes connaissances sur le sujet mhm, euh, non seulement étaient théoriques, mais là elles deviennent un peu plus pratiques, puisque tu as mhm, beaucoup de gens qui te parlent tout à de fait. leur expérience du vécu, et on sait à quel point sur ce sujet la dialectique entre la connaissance théorique et les véritables cas concrets auxquels tu as dû être confronté, qui Mhm, t'ont parlé, parce que tu as quand même montré beaucoup, beaucoup de messages. tout à fait. Et ce serait intéressant maintenant d'un peu continuer la discussion sur Mhm, certains points qui te semblent, toi, importants, mhm, sur lesquels ici on va plutôt éventuellement échanger. mhm, Et j'aimerais aussi un peu connaître ton opinion sur, sur les différents, je dirais, les différentes récurrences mhm, que tu as pu observer dans les témoignages que tu as eus. mhm, Par exemple, un point qui revient souvent, dont tu m'as beaucoup parlé, c'est la question des besoins. C'est-à-dire, en fait, les partenaires des évitants se retrouvent très souvent dans une situation assez intéressante où ils ont vraiment l'impression que les besoins ne sont pas du tout pris en compte. Qu'est-ce que mhm, tu as pu avoir comme témoignage? Quels sont toi les éléments que tu as pu étudier sur la question? On pourra éventuellement échanger là-dessus. mhm, Par exemple, sur la question des besoins, qui pour moi est un élément qui revient très souvent. Et je ne te cache pas que mhm, personnellement, moi, j'ai beaucoup interrogé les évitants sur la question. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, ce qui m'intéresse, c'est toujours d'écouter les évitants. bien sûr. D'accord? Et en général, les évitants, il y a deux catégories d'évitants. Les évitants qui sont relativement passifs, qui sont évitants. Mhm, Et puis, tu as les évitants qui ont véritablement fait un travail sur eux. oui. Et les échanges que j'ai pu avoir étaient plutôt avec les évitants qui ont fait un travail sur eux. Mhm. Et tu remarques encore que ça reste un angle mort. C'est-à-dire que c'est pas facile pour eux éventuellement d'aborder cette question. Qu'est-ce que toi, tu as pu observer avec les commentaires que tu as pu voir et tes connaissances sur la question? Tout à fait. Du coup, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que les besoins des partenaires ne sont pas assouvis. Les évitants ont beaucoup de mal à considérer les besoins du partenaire. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à comprendre ni concevoir qu'ils devraient répondre aux besoins de l'autre, quelque part. Puisque je pense que ça vient pareil de la toute petite enfance où on n'a pas répondu à leurs propres besoins, on leur a fait comprendre qu'il fallait qu'ils se débrouillent tout seuls, et qu'il fallait clairement qu'ils se gèrent, qu'ils s'autogèrent. Donc à l'âge adulte, ils arrivent avec un partenaire, ils se disent bah, non, tu réponds à tes besoins tout seul, toute seule. Et... Mais dans ce cas-là, si la personne en face doit répondre à... Je pense que la notion de besoin, peut-être qu'on va la voir ensemble, qu'on va essayer de l'expliquer ensemble, qu'elle est peut-être mal interprétée par l'évitant. Et que pour lui, des besoins, c'est forcément être dans une demande limite irréalisable pour eux. Ils doivent peut-être penser ça, alors que les besoins sont normaux. Chaque être humain a des besoins affectifs, des besoins, toutes sortes de besoins sans être dans l'excès. Et ça, même comme ils ne peuvent même pas répondre à des besoins même tout à fait légitimes. Et ils vont renvoyer d'ailleurs, si le partenaire se plaint que l'évitant ne répond pas à leurs besoins, en général, l'évitant va renvoyer au partenaire moi, j'ai pas à répondre à tes besoins. Regarde, moi, je me gère tout seul pour mes besoins. Ce qui n'est pas forcément vrai en plus, puisque s'il est quelque part dans le lien avec quelqu'un, c'est que la personne en face lui répond à certains besoins. Oui. Sinon, il ne serait pas resté. Ben, écoute, c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement, c'est un angle qui m'a sauté aux yeux et Mm. dans la plupart des interviews que j'ai pu mener avec des gens assez connus hein, Mhm, dans le monde du coaching, donc des ex-évitants qui ont pu éventuellement faire un travail sur eux, mhm, ce qui est intéressant pour répondre à cette question que tu soulèves et qui pour moi est fondamentale et très intéressante, c'est qu'on doit remonter encore une fois à la genèse de l'évitement. C'est-à-dire mhm. qu'en fait, le trépied Oui. finalement sur lequel est construit l'évitement, c'est-à-dire Mhm. l'autosuffisance, Tout à fait. l'indépendance qui est une forme d'indépendance peu compatible avec l'idée de codépendance d'une relation, et l'idée du refus de la vulnérabilité. C'est ça. La question des besoins vient d'une manière frontale taper dans les piliers.
C'est-à-dire Oui. qu'en fait, si toi, tu as un besoin, tu es dépendant de quelqu'un pour répondre aux besoins. Oui. Voilà. Le problème, c'est que admettre que tu as un besoin va venir court-circuiter une construction mentale, des croyances que tu as construites autour de la relation, dans laquelle, en même temps, évidemment, tu as raison, tu Mhm. veux quelque chose avec quelqu'un, puisqu'en Oui. fait, tu as des besoins affectifs, tu as des besoins Oui, oui. sexuels, tu as des besoins de communication, Oui. tu veux créer une certaine dynamique avec quelqu'un, ou tu veux la chaleur de la relation. Mais d'un autre côté, tes constructions, on va dire, tes constructions axiomatiques ou tes piliers t'empêchent d'admettre l'appellation besoin. Et donc, ce qui est Exactement. très intéressant, c'est qu'une fois que tu leur poses cette question, comme il y a une espèce de trou noir, une espèce d'angle mort, Mhm. ils te répondent, mais c'est pas un besoin. Je dis, mais alors, qu'est-ce? Et c'est là que tu vois qu'ils introduisent une notion qui est très intéressante, qui est la notion du partage. Ça veut Oui. dire, en fait, non, mais moi, j'avais pas de besoin, moi, j'ai rien demandé. En fait, c'est pas moi qui ai demandé Mm. à ce qu'on réponde de mes besoins, à ce qu'on réponde à mes besoins. Mm. Il y avait quelqu'un en face de moi, on a partagé quelque chose, et lors de ce partage, ça m'a fait du bien, et Oui, probablement que voilà, ça lui a fait du il le bien. voit comme Et ça. donc, comme ça lui a fait du bien, finalement, son besoin a été comblé par mon besoin. Alors, ils vont pas appeler ça besoin, ils vont appeler ça partage. Exactement. Et donc, pour répondre à ta question Mm. de la bizarrerie de Mm. l'idée qu'en fait, on n'a pas de besoin, alors qu'en fait, finalement, si tu es en lien avec quelqu'un, même en lien avec quelqu'un, quelqu'un répond Oui, à tes besoins, bien sûr. la porte de sortie, si tu veux, de l'idée du besoin, passe par le partage. Mm. Voilà. Et C'est donc, c'est vrai. très, très intéressant parce que il faut bien comprendre comment est-ce qu'à un moment donné, il y a une construction mentale qui se met en place. Donc, ce n'est pas un besoin auquel ils répondent, c'est un partage qu'ils ont avec toi. Et à travers ce partage, ton besoin est censé être Mm. comblé Oui. et le leur. Ils ne veulent pas admettre que c'est un besoin à eux, que par exemple, toi, tu as décidé de combler. Et donc, si toi, tu dis, mais moi, j'ai comblé ton besoin, Oui. tu dis, mais moi, je t'ai rien demandé. C'est exactement ça. Voilà. C'est Mais très important à le comprendre, ça. c'est tout Voilà. à fait ça. Mais parce que dans l'enfance, je pense qu'ils ont compris très tôt ce mot de besoin, pour eux, ça doit sonner comme limite une insulte. Enfin, je pense que dans la toute petite enfance, on leur a dit il faut compter sur toi, tu ne dois avoir besoin de personne. Mhm. Et donc, si tu dis le terme besoin, ils se disent j'ai besoin de l'autre, donc je suis dépendant de l'autre, donc je ne suis pas indépendant. Donc, ça crée de la codépendance. Et Voilà, la codépendance est une forme d'antise, surtout pour le voilà, dédaigneux. Et donc, ce qui se exactement. passe, c'est que l'idée de codépendance, qui est finalement, encore une fois, ici, enchevêtrée dans l'idée de relation, puisqu'en fait, si deux personnes rentrent en relation, Mhm. quelle est l'idée derrière ça? Ben, c'est que moi, j'ai décidé que toi, tu allais combler certains de mes besoins et toi, tu vas combler les miens. Donc, il y a une sorte Exactement, de décision commune qui consiste exactement. à dire, ben, on va se combler mutuellement, on va combler mutuellement nos besoins. Et si à un moment donné, il n'y a pas de dépendance par rapport aux besoins, alors c'est une mise à mal de l'idée même de relation, puisqu'en fait, à ce moment-là, ben, tu es relié sur quelle base? Ben voilà. Voilà. Du coup, moi, je me questionne. Pour eux, alors, ça sert à quoi une relation, du coup? Ben, c'est une C'est question quoi la extrêmement. définition d'une relation pour eux? Écoute, essaye de comprendre, On en fait, si tu partage. veux, que l'évitant, c'est un partage. C'est un C'est un partage sympathique. partenariat, C'est un partage mais sympathique pendant un moment donné. c'est une bouffée C'est une d'oxygène. bouffée d'oxygène et C'est c'est très important de comprendre que pour eux, cette notion de partage, finalement, elle est assez, comment dirais-je, elle est assez unilatérale. C'est-à-dire qu'en Mhm. fait, comme ils ne peuvent pas prendre en Tout à fait, oui. considération Oui, les oui. besoins d'autrui, tant que ce partage, qui est en fait finalement unilatéral, Mhm. comble leurs besoins, pour eux, ça va. Oui, Tant que ça comble leurs besoins. La question des besoins d'autrui, elle n'est pas prise en compte. Mais comme tu l'as très bien dit toi-même, comme on n'a pas pris en considération leurs besoins, Mhm. le fait de eux prendre en compte les besoins de quelqu'un d'autre, qui d'ailleurs de surcroît pourrait les abandonner, est très problématique. Exactement, c'est exactement ça. Voilà. Et on note souvent une fuite dans les activités, dans le travail, dans les voyages, dans les passions. C'est un peu, j'ai l'impression, une sorte d'échappatoire. Ça revient souvent hein, de la part des partenaires d'évitant. Euh, Qu'est-ce qui explique, selon toi, cette fuite
de toujours finalement aller avoir besoin de tout le temps être saturé soit de travail, soit d'activité, soit de se remplir la tête de plein de choses. Ça vient de quoi dans ce que tu as Alors, pu voir, toi? moi, je vais essayer un peu d'élargir le champ de vision par rapport à cela. Mhm, Et je vais introduire peut-être deux angles de vue, un angle psychologique et un angle spirituel. mhm, Lorsqu'un sujet ne veut pas se connecter à lui-même, qu'est-ce mhm, que veut dire la connexion à mhm, soi? C'est un certain rapport à sa propre intériorité, mhm, à ses émotions, à ses besoins, à ce qu'il désire dans la vie et ce qu'il ne désire pas. Donc en fait, une sorte d'harmonisation intérieure qui a une mhm. dimension psychologique et spirituelle. Tu es obligé d'augmenter les artifices extérieurs Ok. pour combler finalement quelque chose qui n'existe pas à l'intérieur. Donc si à un Ok. moment donné, il y a une sorte de vide intérieur, Mm, pour que tu te sentes vivant, parce qu'en mm, fait finalement il y a une sorte de mort mm. intérieure, pour que tu te sentes Oui, oui. vivant, tu es un peu obligé d'assister à de nombreux feux d'artifice qui t'animent. Mm, Et donc l'ensemble de ces activités qui remplissent le temps te font voir de nouvelles choses, te mm, donnent un espèce de substitut existentiel à une mm. mort Je vois. finalement qui est intérieure, et comblé par un ensemble, une constellation d'éléments extérieurs qui te donnent un semblant de vie. Tu sais, c'est un peu les gens qui, moi j'ai pu voir ça dans d'autres cas, surtout dans les cas de narcissisme, parce que le Mhm. narcissisme m'a beaucoup, beaucoup plus intéressé dans le passé. Oui, oui. Euh, alors, ce que je vais dire là n'a pas nécessairement un lien direct avec le narcissisme, mais par exemple, certaines personnes qui étaient très vides intérieurement Mhm. étaient obligées de pratiquer des sports extrêmes, par exemple le fait de sauter en parachute, et ils avaient besoin de répéter je dirais, ils avaient besoin d'avoir des sensations extrêmes comme pour exister, C'est comme pour vrai. vivre. J'ai besoin de vivre, j'ai besoin de me sentir C'est vivre. vrai. C'est Et vrai. quand je fais quelque chose d'extrême, c'est le seul moment où je me sens vivant. C'est Parce vrai. qu'en fait, il y a une sorte de mort intérieure. Tu sais, quand l'être humain Mm. ne se connecte pas à son intériorité, dans sa dimension psychologique et dans sa dimension spirituelle, il est obligé de multiplier les artifices extérieurs. Et donc, il est obligé de fuir le vide intérieur. Tout à fait. Et cette fuite du vide intérieur, dans leur cas à eux, est plutôt une forme d'évitement de l'introspection qui est trop douloureuse. Et donc, à force, si tu veux, de se dissocier, on connaît alors les effets secondaires de la dissociation sur Mm. le corps, sur les inflammations, sur les différentes maladies qu'ils peuvent Mm. provoquer, Mhm. elle est obligée d'être compensée par une hyperactivité à l'extérieur. Mm. Les concerts, les activités, pour certains, c'est des déplacements permanents, les voyages, parce que sinon, ils meurent. Mm. Ils meurent sur place. Et d'ailleurs, ce qui est très C'est intéressant, c'est vrai. que pas mal d'évitants m'ont décrit une sensation qui est assez particulière. Ils te disent, on ne se sent pas dans nos chaussures. C'est comme s'il y a eu la dissociation, qu'est-ce qu'elle entraîne? Il y a comme une séparation, tu C'est vois. vrai. Et cette séparation entraîne le fait que là où ils sont, ils ne se sentent pas bien. Ils ne se sentent pas à leur place, tu vois. Et comme il n'y a pas d'harmonisation avec leur intériorité, cette dissociation entraîne cette sensation de décalage avec le corps, C'est vrai, oui. tu vois. Et ils te le disent souvent, ça. Tu vois. Oui, d'ailleurs, dans les commentaires d'Évitant également, on note souvent que finalement, ce qui finit par les pousser aussi, des fois, à aller consulter ou à ne plus se sentir bien, c'est aussi quand ils sont tout le temps dissociés. En vrai, c'est OK, ça te protège, mais du coup, bah, tu ressens rien, quoi. Mais Ni finalement tout ce qui est positif enfin, sauf si tu fais des choses assez extrêmes, mais rien n'est vécu de manière très positive finalement, puisque tu es dissocié quelque part. oui, mais tu connais Chris Sater, hein. Oui, bien Voilà, sûr. tu te rappelles la parabole qu'il avait citée avec l'oiseau? Oui, Tu vois, c'est-à-dire que, on va peut-être la citer très belle pour les parabole. Oui, auditeurs, oui, c'est une très vas-y. belle parabole parce Oui, qu'elle est oui. très importante. Oui, oui. Un oiseau, sa nature, c'est de voler. Mm, Imagine un oiseau qui est né et très vite, il a été mis en cage. mm, Quand il a été mis en cage, il s'est habitué à sa cage. Et le fait de s'être habitué à la cage, cette cage lui a donné une sensation de protection. Je suis protégé dans la cage parce que si je sors de cette cage, tout ce qui est extérieur est une menace. tout à fait. Lorsqu'on a ouvert la cage à l'oiseau bien plus tard et qu'on Mm, lui a dit vole, c'est trop risqué, je ne peux pas, mm, je me sens protégé. Et il y a un élément qui me semble très très important, parce qu'il faut vraiment comprendre ça, c'est que l'élément de la peur chez l'évitant, elle est presque aussi axiale que les trois éléments qu'on a cités, tout à c'est-à-dire fait. l'autosuffisance, Tout à fait. le refus de la vulnérabilité et donc l'indépendance.
Oui. Parce que si tu ne comprends pas à quel point la peur joue un rôle central dans l'élaboration de leur mécanisme de défense, tu ne comprendras pas certaines décisions qui ont l'air d'être des formes de sabotage Mm. de l'idée même d'amour, qui est en fait telles les ailes de l'oiseau qui a besoin de voler. C'est vrai. Tu dis, mais si tu veux aimer, il y a inévitablement un risque Mm. que peut-être ça puisse fonctionner, Mm. peut-être ça ne puisse pas fonctionner. Ça peut, et en fait, le fait que ça ne fonctionne pas, ça peut créer des douleurs de Mhm. types émotionnels, Mhm. mais ça fait partie de la possibilité. Mhm. Si à un moment donné, tu es dans le refus de toute forme de possibilité, ben, tu ne sentiras ni le bien, ni la Non. douleur. Tu ne sentiras ni l'amour, ni la douleur. Mais le problème, ça. c'est que l'être humain n'a pas été créé pour ça. Donc, il va Exactement. finalement, en fait, l'évitant va finalement être dans un paradoxe où il va vouloir rechercher la chaleur Mhm. de la vie, qui est en Oui. fait finalement une des manifestations de l'amour, Mhm. et en même temps, il va vouloir s'en protéger. C'est vrai. Ce qui va C'est- créer en fait un paradoxe et une ambivalence qui est terrible pour la personne en face, puisque toi en face, ce qui crée ta sécurité à toi, en fait, au fond, c'est la prédictabilité. Donc, le fait que tu C'est puisses ça. avoir une certaine stabilité dans la prédictabilité, même si on ne peut pas C'est tout ça. prédire. Mais avec l'évitant, comme il y a ce paradoxe, il t'entraîne dans son paradoxe. Et donc, toi, tu commences à devenir plus anxieuse, parce qu'en fait, tu es face à quelqu'un qui est chaud, froid, chaud, froid, chaud, Exactement. froid. Et cette espèce d'ambivalence, et cette espèce de paradoxe va se traduire par des comportements qui vont venir briser cette prédictabilité Exactement. dont toi, tu as besoin, quel que soit d'ailleurs ton profil, parce qu'on parle Tout à fait. on parle souvent de la dynamique anxieux-évitant, mais même un sécure a besoin d'une certaine prédictabilité, C'est ça. d'une certaine stabilité, et l'évitant va finalement te faire vivre dans une certaine mesure une montagne russe émotionnelle qui peut être très déroutant, surtout Complètement. si toi-même tu es anxieuse, par exemple. Complètement. Voilà. Et concernant la dissociation, il y a le fait qu'il y a certains évitants qui disent que depuis tout petit, en fait, leur corps, ils n'aiment pas leur corps, ils ont un problème, enfin, ils ont un rapport avec leur corps qui est difficile, et puis ils ressentent pas leur corps finalement quelque part. Ils sont tellement dissociés, c'est comme si ils étaient à l'extérieur de leur C'est corps. ce que j'ai expliqué. Tu vois? C'est cette Et ouais. dissociation qui, à un moment donné, provoque beaucoup de problèmes parce qu'à un moment donné, comme tu l'as dit, quand tu es dissocié, le problème de la dissociation, c'est qu'elle a un avantage et un désavantage. Et ça, c'est vraiment un point que je voudrais aborder parce que c'est un point qui est très peu abordé. Je ne l'ai d'ailleurs même pas entendu ni en Ouais. anglais ni en français. Oui. En fait, si tu veux, l'évitant est un peu comme un héros de Marvel qui a un super Mhm. pouvoir Mhm. et qui en même temps a une malédiction. Oui. Le super pouvoir, c'est le fait qu'en appuyant sur un bouton, il peut complètement anesthésier une douleur émotionnelle. Tout à fait. Il appuie sur un bouton, le problème n'existe plus. C'est ça. J'appuie sur un bouton, la personne en face de moi n'existe plus. D'ailleurs, ça explique aussi pourquoi est-ce qu'il ghost, pourquoi est-ce C'est qu'il ça. bloque les gens. Tu vois, à un moment donné, quand tu ghostes quelqu'un, tu bloques quelqu'un, l'idée sous-jacente derrière, c'est cet élément-là n'existe plus. Il disparaît. Et donc, la tête rentre dans un déni C'est ça. et l'élément sort. L'élément est évacué. Au moment où l'élément est évacué, le lendemain, la personne peut aller à son travail, s'occuper Oui. de ses affaires, vaquer à ses activités, avoir ses amis, rigoler, fait. comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Et l'évitant C'est ça. voit cela, perçoit cela Mm. comme un super pouvoir. Oui. Et attention, pourquoi est-ce que c'est très important de comprendre que lui le perçoit comme un super pouvoir? Parce que contrairement à l'anxieux qui dit mais c'est un énorme problème en relation, Mhm. pour lui, ça répond totalement à un mécanisme de défense extrêmement important qui lui permet de se protéger. On revient à quoi? C'est ça. À l'idée de la peur. Mm. Je me protège. Je suis que dans une logique de protection. Exactement. Mais comme lui le voit comme un super pouvoir, ben, si tu lui dis va voir un psychologue, va te faire traiter, mais lui va dire mais quoi, tu veux m'enlever mon super pouvoir? C'est ça. Mais moi, mon super pouvoir, c'est ce qui protège ma citadelle, c'est ce qui C'est ça. protège mon château. Exactement. Le problème, c'est que ce même super pouvoir qui lui permet de se dissocier et de ne pas sentir la douleur émotionnelle, est-ce qui va l'empêcher d'avoir l'amour? Mm. Et donc, il ne pourrait jamais être dans une véritable relation Non. amoureuse, bidirectionnelle, basée sur la réciprocité. Pourquoi? Parce que ce super pouvoir que lui pense être une force est en vérité l'arme de destruction massive qui vient détruire la possibilité de l'amour. Tout à fait. Et ça, c'est très important de comprendre. Parce que beaucoup de gens se posent la question, mais pourquoi ces gens ont du mal à aller en thérapie?
Parce que l'anxieux, pour lui, tu sais, dès qu'il a un problème, C'est ça, il veut vite aller le régler. Eux, c'est ça. tu es en Ouais. train de lui dire, mais écoute, l'arme de destruction massive qui me permet d'effacer qui Ouais. je veux, qui me donne ce semblant de force sur tout le monde. De toute façon, vous savez, vous êtes tous faibles, vous êtes tous des dépendants. C'est ça, Vous êtes dépendants, moi je suis dépendant de personne, j'ai même pas de besoin, c'est vous qui avez des besoins. c'est ça. Donc ce super pouvoir, toi tu veux lui enlever. Et c'est très important de comprendre qu'un évitant qui n'a pas fait un travail sur lui voit cela comme un super pouvoir. Et tu ne peux pas demander à un super-héros d'aller enlever son super pouvoir. C'est bien dit, Et ouais. donc c'est quelque chose qui est très important à comprendre, C'est vrai. parce que si tu réfléchis qu'à partir de ta perspective à toi, mais oui, mais ce que tu as n'est pas compatible avec une relation bidirectionnelle basée sur la réciprocité. Oui, peut-être, mais moi je suis protégé. Moi je me protège. Et c'est pour ça d'ailleurs que la remise en question est aussi difficile, parce que si tu lui dis, mais remets-toi en question, lui, il ne se voit que dans une perspective de quelqu'un qui se protège. Bah, c'est Donc ça. comme il se protège, en fait, il n'y a pas à se remettre en question, je me protège. Et du coup, il voit même pas le mal qu'il peut faire à l'autre parce Mais qu'il se dit, évidemment, ben, je me suis protégée. oui, Bon, ben, je t'ai fait mal finalement, mais pas de manière volontaire. mais c'est même pas ça, tu as eu mal parce que tu avais des besoins. Ouais, Si tu ouais. n'avais pas de besoin, tu n'aurais pas eu mal, pourquoi tu as mal? Ouais, c'est un peu. Tu vois? Non, mais c'est très important de C'est vrai, comprendre c'est cela, vrai. Non, parce c'est qu'il vrai. faut comprendre leur perspective. C'est vrai. Voilà. Et donc, Mais ça paraît tellement lunaire. non, mais ça paraît Mais en lunaire, mais en réalité, fait, quand tu comprends leur logiciel et que oui, tu étudies les mécanismes de oui, oui, oui. fonctionnement, et tu sais, l'élément qui, moi, le plus m'a aidé à comprendre ce profil, parce que franchement, euh, autant le narcissisme était très intéressant à étudier, parce que pour moi, il avait des ramifications sociétales assez visibles, hein. On vit dans une société narcissique. Ouais. Autant l'évitement ressemble au narcissisme, mais c'est encore plus intéressant que le narcissisme, parce que tu es véritablement face à des mécanismes inconscients. Ah oui. Et ce qui m'a le plus aidé, c'est d'écouter les évitants. Et donc, j'ai vraiment dû prendre mon mal en patience, parce qu'on doit les écouter. Il n'y en a Oh là pas là. énormément d'ailleurs qui s'expriment ouvertement, Non. sans filtre. Très difficile. Donc, tu dois écouter les évitants qui parlent sans filtre, et tu dois essayer d'interagir avec eux pour les questionner. Alors, le problème, c'est que dès que tu vas aller les questionner sur les éléments qui sont problématiques ou contradictoires, comme par exemple l'idée que tu as soulevée au début entre le besoin et la relation, Ouais. là, il y a soit un mutisme, soit cette idée du partage, mais qui n'a pas de sens, finalement. Tu vois? C'est-à-dire que c'est très intéressant, même la manière dont ils sortent du problème. Tu vois? En inventant, en fait, si tu veux, un nouveau paradigme où ce n'est pas mes besoins qui sont comblés, c'est un partage. Mais quand tu leur expliques que ce n'est pas un partage parce que finalement c'est unilatéral, ils te disent, mais je ça t'ai rien s'appelle demandé. pas un partage. Ils te disent, je t'ai rien demandé. Et ouais, C'est toi qui as donné. Moi, j'ai rien demandé. Je t'avais rien demandé, tu n'étais pas mais obligé du coup, on voit à quel point c'est incompatible dans une relation, tout ça, en fait. Oui, oui, tout à fait. C'est... Non, mais ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Je crois que c'est quand même très important et on ne l'entend pas assez. Oui, c'est vrai. On ne l'entend pas assez, malheureusement, chez les psychologues en langue C'est vrai. française. C'est le niveau de dysfonctionnalité, si tu veux, du paradigme de l'évitant qui n'a pas fait un travail sur lui, ouais. avec l'idée d'une relation bidirectionnelle basée sur un minimum de devoirs et de responsabilités. Et c'est un sujet qui n'est pas assez soulevé, selon moi. Et attention, il n'y a aucune fatalité, parce que contrairement justement au narcissique, parce que bon, moi j'ai beaucoup étudié, comme je t'ai dit, le narcissisme, c'est très difficile de faire un travail avec les narcissiques, parce que c'est vraiment un trouble de la personnalité. Ah oui, c'est tellement, ça imprègne tellement toutes les facettes de la personnalité. Mais dans le style d'attachement, l'évitant, s'il a de la motivation, comme l'anxieux d'ailleurs, qui est une autre forme de dysfonctionnalité qui est d'un autre ordre, il y a de l'espoir, tu peux changer. Mais il faut commencer par une motivation. Si tu n'as pas cette motivation, il n'y a rien qui peut se faire. C'est ça. Voilà. Et du coup, comme tu as beaucoup analysé, entre guillemets, tu t'es beaucoup documenté sur le narcissique, et qu'est-ce qui est différent d'une personne évitante finalement? Quelle est la grande différence quelque part? C'est l'intention du coup? On dit souvent que c'est l'intention. Oui, c'est l'intention, mais en fait c'est la signification symbolique de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'effectivement, l'évitant est centré sur lui en tant que tel. Oui. Le narcissique est centré sur lui, mais il a besoin de toi. Parce que si toi, tu n'existes pas en tant que nourriture narcissique, par exemple, lui n'existe pas en tant que narcissique. Donc le narcissisme existe par le biais de la nourriture qui l'alimente. L'évitant, ce n'est pas la même chose. Au fond, il a besoin de toi parce qu'il a besoin d'une chaleur dans l'interaction avec toi, mais lui, il ne veut pas te faire de mal. Le narcissique, il t'utilise véritablement comme un objet interchangeable et jetable.
Oui. L'évitant ne te voit pas comme un objet interchangeable et jetable. Il ne se voit que lui dans son besoin qu'il appelle partage. Il essaye de partager quelque chose avec toi avec les peu de moyens qu'il possède. Attention, pourquoi est-ce que je parle de moyens? Ils ont une bande passante qui est très très faible. C'est quoi une bande passante? C'est une capacité de gérer mentalement et émotionnellement des situations. Quand à un moment donné, ils te ghostent ou ils te bloquent, lorsqu'ils sont submergés par quelque chose qu'ils n'arrivent pas à gérer, ils préfèrent faire en sorte de bloquer la chose. Oui. D'accord? Donc, ils bloquent la chose. Le narcissique, il ne va pas venir te bloquer pour te bloquer. Le narcissique va te bloquer dès que tu vas découvrir qu'il est narcissique et que tu arrêtes d'être une nourriture pour lui. Tout à fait. L'évitant te bloque parce qu'il a une bande passante trop basse. Donc, si la manifestation extérieure du narcissisme et de l'évitement peuvent se chevaucher d'une manière quand même significative, la signification symbolique des actes posés est différente. Oui. Donc l'intention est différente, mais même la signification du pourquoi de l'action est différente. Et donc, la traduction visible peut être très similaire, mais la raison pour laquelle l'acte a été posé est très différente. Donc, ce n'est pas juste une question d'intention aussi. D'accord, je vois. Et on voit qu'ils veulent souvent, qu'ils recherchent en relation, en tout cas en lien, à être dans un confort psychologique. On note vraiment que, d'ailleurs, ils tombent souvent sur des personnes qui sont manipulatrices en relation, parce que quelque part, ils vont avoir un certain confort psychologique avec quelqu'un qui va être narcissique ou avec quelqu'un qui va être manipulateur. Ouais. Parce que l'autre personne aussi sera indisponible émotionnellement et ne va pas les activer finalement dans toute leur peur. Qu'est-ce que tu dirais sur ce gros sujet-là? Un gros sujet, c'est un point fondamental que tu soulèves et qui n'est souvent que très peu abordé malheureusement par beaucoup de... Je crois que j'en ai jamais entendu parler. Par beaucoup de psychologues. En fait, avec tout ce qu'on a déjà abordé, il faut comprendre deux choses. Qu'est-ce qui active un évitant? Si toi tu viens et tu mets des limites, tu lui dis non, c'est bidirectionnel. J'ai des besoins, toi tu as des besoins, je vais répondre à tes besoins, tu vas répondre à mes besoins, et si tu ne fais pas cela, il n'y a pas de relation. Faut que ce soit équilibré, quoi. Voilà. Si tu essayes de créer un équilibre, à partir du moment où tu mets des limites, à partir du moment où tu mets un cadre, à partir du moment où tu mets en place un mécanisme de fonctionnement qui est bidirectionnel, ça va activer l'évitant. Donc à partir du moment où tu sais ça, qu'est-ce qui n'active pas un évitant? Soit tu as un partenaire qui ne met aucune limite, et pourquoi est-ce qu'un partenaire ne mettrait aucune limite? C'est ça la question. Un partenaire ne mettrait aucune limite pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il a tellement peur de te perdre qu'il est prêt à tout accepter. Tout à fait. Là, le partenaire devient tel une serpillière. Et le partenaire ou la partenaire est tellement prêt à tout accepter que toi, finalement, tu vas imposer, tu vas contrôler toute la dynamique relationnelle. Ça, c'est un cas de figure. Mais même comme ça, il faut savoir qu'à moyen terme et à long terme, un partenaire qui est méprisé, finalement, qui n'est pas respecté, va à un moment donné se rebeller dans une forme ou une autre, d'une manière ou d'une autre. Il va protester. Ou alors, tu tombes sur un menteur manipulateur qui va utiliser ton paradigme évitant contre toi-même. C'est-à-dire, en fait, quelqu'un qui peut avoir des vies multiples, qui va te faire croire qu'il n'a qu'une vie avec toi, qui va même te pousser éventuellement dans ton évitement, dans l'objectif de dégager du temps pour lui pour faire ce qu'il a à faire, et tirer le meilleur de ce qu'il peut obtenir avec toi, c'est-à-dire un échange affectif, un échange sexuel, tout en ne s'impliquant que très peu, puisque toi tu ne veux pas nécessairement non plus de son implication, et lui continue sa vie. Et c'est une des relations malheureusement qui va aller mettre l'évitant dans ce qu'on appelle le confort psychologique, c'est le sujet de ce qu'on est en train d'aborder, c'est-à-dire il est à l'aise. Il est à l'aise. Et en général, quand il est à l'aise et qu'il n'a pas encore fait un travail sur lui, malheureusement, il est dans les deux cas de figure. Soit il doit être dans une relation asymétrique totale, où il y a un complet déséquilibre. C'est ça. C'est-à-dire que l'autre personne la voit comme un trophée ou comme une personne, je peux tellement pas lui mettre, si je lui mets une limite, elle va me quitter, donc je ne peux pas faire quoi que ce soit. Ou alors c'est un menteur manipulateur qui est très très bon dans la manipulation et dans le mensonge et qui lui permet d'avoir son confort psychologique. Le gros problème du confort psychologique, et je pense que tu l'as abordé, me semble-t-il, dans les excellentes vidéos que tu as faites avec Arnaud, c'est l'idée que tout être humain, quelque part, est animé par la vérité et la réalité, c'est dans quoi suis-je exactement? C'est quoi la nature de la relation que je vis, tu vois? Et à un moment donné, quand tu te poses la question sérieusement, même si tu as des bonnes sensations avec une personne,
et que tu vois quand même qu'il y a une forme de toxicité Mhm. dans l'échange, tu dis, mais ok, je me sens bien, mais c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à Parce fait. que la notion de vérité, tu essayes de comprendre, tu Mm. essayes de cerner dans quoi tu es. Oui. Mais chez eux, le confort psychologique est tellement fort, est tellement puissant, que tous les autres éléments tendent à s'effacer. C'est-à-dire qu'en fait, leur sensation est le baromètre du jugement du bien fondé d'une relation ou pas. C'est-à-dire que s'ils se sentent bien dans la relation, c'est ce qui compte. Ok. Mais Ok. observe objectivement la personne en face de toi. Par exemple, on a des témoignages d'évitantes très intéressants. Mhm. Une évitante a une personne qu'elle voit une fois tous les 15 jours, Mhm. par exemple. Mhm. Et elle croit vraiment qu'elle est en train de vivre une idylle amoureuse. Mhm. Elle voit la personne une fois tous les 15 jours. Cette personne est un artiste Ouais. qui la pousse même à faire des activités. Oui. Tu sais, c'est même pas lui qui demande de la voir. À la limite, c'est l'évitante qui à un moment donné dit bon, quand est-ce Oui, que tu oui, as le temps oui. pour qu'on se voit. Oui. D'accord? Elle ne se pose pas la question, tiens, comment ça se fait que je suis dans une relation, je vois la personne une fois tous les 15 jours, il a l'air super apaisé, super calme, super gentil, il est en train de me promouvoir dans mes activités, c'est le partenaire idéal. Mais est-ce que tu te rends compte que la personne ne cherche pas à te voir? Mm. Non, ça m'arrange qu'elle ne cherche pas à me voir. Ah. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle est confortable. Oui. Et elle est tellement confortable qu'à un moment donné, elle commence à avoir des red flags. Par exemple, Oui. elle essaye d'appeler l'autre personne, la personne ne répond pas le soir. Mhm. Les soirs, il ne répond pas. Ah, peut-être qu'il a été dormir tôt. C'est un témoignage que je te raconte parce que c'est un Oui. témoignage qu'il y a eu sur 4 ou 5 évitantes que j'ai pu écouter. D'accord. Donc, elle appelle la personne le soir, il répond pas. Bah, c'est possible qu'il dort. Oui. Mais bon, si tu appelles à plusieurs reprises le soir, C'est vrai. c'est ton partenaire et qu'il répond jamais. C'est vrai. Bon. Après, un certain nombre de temps, il s'avère que la personne avait une autre vie, complètement une autre vie ailleurs. Il avait ou certains avaient des vies multiples, l'autre il avait une autre vie, mais les signes étaient là. Et quand tu leur dis, mais pourquoi tu n'as pas vu les signes? Qu'est-ce qu'ils te disent? Mais ça m'arrangeait. Ça m'arrangeait. Ok. Ça m'arrangeait. Ça m'arrange. Et donc, en fait, l'idée de ça Ok. m'arrange, Ok. et je ne veux pas voir la vérité, Ok. c'est immédiatement relié à l'idée de déni qu'ils ont, D'accord. tu vois, parce que le déni leur permet de pérenniser leur fonctionnement sur le Ok. temps et sur la durée. Et c'est très important de voir que malheureusement, en relation, s'ils n'ont pas fait un travail sur eux, la seule chose qui est possible pour eux, c'est d'être avec des gens qui les mettent dans un confort psychologique. Mm. Et le confort psychologique pour eux, c'est soit une relation asymétrique, s'ils n'ont pas fait de travail sur eux, Mhm. donc il n'y a pas de bidirectionnalité, Mhm. ou soit c'est avec quelqu'un qui ne te dit pas la vérité. Ok. Voilà. C'est important. Ouais, ouais, c'est très important. Oui. Non, c'est très bien. Oui. J'aimerais parler du côté mépris et dédain qui font très mal aux partenaires, surtout quand l'évitant est dédaigneux. À ton avis, pourquoi l'évitant est méprisant envers la personne pour qui il ressent un attachement finalement? Normalement, bon, je sais que c'est parce que voilà, leur système est complètement différent, mais quand tu es attaché à une personne, normalement, tu la méprises pas. Alors, il ne te méprise pas toi, il méprise tes besoins. C'est une manière de D'accord, te dire, je ne vais pas répondre à tes besoins. d'accord, Et je te méprise parce que le problème, c'est pas moi qui ne réponds pas à tes besoins, c'est toi qui as des besoins. d'accord, En fait, c'est toi le fautif. Tu ne devrais pas me D'accord. demander de répondre à tes besoins. Et au lieu de te dire, tu ne devrais pas me demander de répondre à tes besoins, il te regarde avec une certaine hauteur, donc avec un certain dédain, mais tes besoins, c'est tes besoins le problème. C'est toi le problème. C'est ce qu'on appelle en anglais le gaslighting. Ça veut dire, en fait, Tout à il fait, ouais. retourne, si tu veux, la situation, une réalité qui est tout à fait normale en relation, qui est Légitime, qu'un oui, oui. partenaire légitime, qui est Mm. qu'un partenaire réponde à tes Ouais, besoins, ouais. il le retourne comme un problème de ta part d'avoir le besoin. Ok, Et donc le dédain est une forme de sentiment de supériorité, attention comme tu l'avais déjà dit toi-même, Mhm. qui vient compenser un manque de confiance en eux, ouais, qu'il surcompense par une sorte de dédain vis-à-vis de tout le monde. Donc Ok. en apparence, ça devient une forme de sentiment de supériorité, Ok. mais qui vient combler un sentiment d'infériorité. Attention là-dessus, c'est la même chose que le narcissique vulnérable. Donc Oui. c'est-à-dire que le narcissique Oui. vulnérable, au fond, est quelqu'un qui a très peu confiance en lui, Mhm. et qui va avoir des comportements dédaigneux en apparence pour justement se donner ce qu'on appelle aujourd'hui en psychologie moderne le shot de dopamine, mais qui D'accord. en termes plutôt spirituels est en fait un boost d'ego, d'accord? Ok. Pour dire, mais moi,
je suis supérieur parce que j'ai besoin de rien, j'ai besoin de personne. Et donc, son dédain, D'accord. c'est une manière de te dire, regarde-moi, moi, j'ai pas besoin de répondre à quoi que ce soit, j'ai même pas de besoin. Toi, tu as des besoins. Et le fait que tu as des besoins et que tu en demandes, c'est méprisant, en fait. C'est-à-dire que Bon. je te méprise pour avoir des besoins et d'être dans la demande. Il y a une forme de mépris là-dedans, hein. D'ailleurs, tu le vois C'est vrai? dans les C'est vrai. témoignages des évitants parce que bon, tu sais, les pauvres, ils se font quand même relativement malmenés dans les forums. Oui, Voilà, donc tu vois à quel point ils sont malmenés, hein, quand les gens parlent d'eux, bien sûr. c'est horrible. C'est-à-dire que ça va même beaucoup trop loin, selon moi. Ouais. Mais quand ils se défendent toujours en disant, vous êtes des faibles Oui, parce que vous avez des besoins. oui, Vous êtes des faibles parce que vous êtes méprisables parce que vous avez des demandes. Nous, on est forts. C'est pas nous qui sommes dysfonctionnels. C'est vous, les anxieux, qui êtes dysfonctionnels. Parce que vous avez des demandes, parce que vous êtes dans le besoin. Alors le problème, c'est pas juste les anxieux. Toute relation implique des demandes. tout à fait. Et le problème, si tu veux, c'est Tout à que fait. pour eux, comme leur logiciel de départ ne voit pas les besoins et les demandes comme quelque chose de positif, Mhm. ils ont un côté dédaigneux qui vient compenser cela. Et penses-tu que c'est aussi, quelque part, ils reproduisent ce qu'ont fait leurs parents envers eux quand ils étaient petits? Alors Le c'est très parent peut-être avait intéressant. du mépris envers eux quand ils avaient des besoins. Et donc, du coup, à l'âge adulte, je, ça m'est venu à l'instant parce que j'ai l'impression que peut-être le parent aussi les a un peu méprisés parce que souvent, Les parents d'évitants, en fait, les parents parfois, ils sont évitants donnent souvent méprisants. des enfants évitants, Oui, ou le contraire, oui, bizarrement, oui. ou le contraire. Mm. Les parents évitants peuvent donner des enfants anxieux, tu vois? Oui, D'accord? oui. Ils ne donnent pas des enfants sécures. Mais en général, les C'est un deux peu la formes loterie. d'insécurité, Oui, les oui, deux oui. formes d'insécurité se développent. Et donc, ce sentiment d'abandon, ou en tout cas cette peur de l'abandon, excuse-moi, Oui. de l'adulte, Mhm. qui va se traduire par soit de l'évitement, soit de l'anxiété, Oui, va se transmettre soit dans le même style d'attachement, soit dans le style d'attachement opposé. Ça veut oui. dire qu'une Ok. mère évitante peut créer un enfant anxieux, Oui, tu vois, de par justement son côté évitant. oui, Ça, c'est intéressant, c'est relativement bien documenté je aussi. vois, oui. Ouais. Moi, j'ai beaucoup noté des changements d'humeur, euh, parfois même dans la même journée de la part des évitants. Euh, des fois même, tu te questionnes. Enfin, j'ai aussi vu pas mal de commentaires qui me demandaient s'il n'y avait pas une similitude entre une personne bipolaire et une personne évitante. Parce que ils changent tellement, leur humeur fluctue tellement, et on dirait même des fois qu'on a une autre personne en face. Parfois, la personne est super sympa, ouverte, avenante, et juste après, on a quelqu'un qui méprise, qui a du dédain, qui est fermé, Hmm. qui se retire. On dirait qu'on a plusieurs personnalités, limite. Oui, Est-ce que c'est parce qu'ils essaient tellement de se protéger euh, non. En fait, Non? déjà, non, déjà, les bipolaires sont souvent anxieux. Les bipolaires n'ont rien à voir. Les bipolaires, c'est Ouais, encore une autre pathologie. Et donc, ouais. il faut pas utiliser le mot bipolaire pour ça, Il y parce en que a beaucoup les bipolaires sont qui en parlent en anxieux, hein. Les commentaire. bipolaires Ouais. sont en général des anxieux dépendants affectifs. Mhm. Ce que tu décris renvoie à l'idée de un, la dissociation, Mhm. l'ambivalence et le paradoxe. Mhm. Quand tu es quelqu'un qui de temps est souvent dissocié, de temps en temps connecté, Ok. qui à un moment donné ressent cette froideur de la dissociation, Ouais. mais à un moment donné revient à un peu de chaleur. Ouais. Quelqu'un qui est dans une contradiction. Mm. Je veux du lien, mais j'en ai peur. Ouais. Comment veux-tu que ces paradoxes, cette ambivalence et je dirais, cette oscillation entre la dissociation et la Ouais. reconnexion se traduisent? C'est vrai. Comment elle va se traduire? Parce que tu l'écris. Tout à fait. Donc, par des Des humeurs changements. fluctuantes. Oui, À un oui. moment donné, tu as l'impression qu'elle est chaude, elle est enthousiaste, elle a envie de Clairement. voir. À un moment donné, tu sens une froideur. Tout à fait. Donc, c'est dû à quoi? Ben, c'est dû à ces trois éléments que je viens de te donner. D'accord, je vois. Tu vois? Je vois, je vois. Je pense que j'ai fait le tour, moi, de ce que j'avais abordé avec toi. Je ne sais pas si toi, tu as d'autres Non, non, je pense sujets que tu voulais qu'on a fait aborder. le tour On a fait le tour, on ouais. a fait le tour de pas mal de questions. Mm. Et est-ce que tout ce que je dis ressort un peu dans les commentaires de Clairement. tes auditeurs? Clairement. Oui. Ça Donc, ce que je a dis, du sens. ça résonne par rapport. Parce que Ah bon, oui, toi, complètement. je pense que tu as la plus grande base de données de gens qui t'écrivent.
Donc, tu as tout lu. Oui, j'ai Hein? tout Tu as lu. tout lu au niveau des... Donc, est-ce que ça résonne un peu? Ça résonne complètement, c'est C'est tout vrai? à fait ce que tu dis. Oui, oui, oui. Oui. Ça revient beaucoup. Et effectivement, les partenaires sont très mal dans la situation. Ils se sentent méprisés, pas respectés. Ils ont l'impression d'énormément donner. Ils n'ont pas grand-chose en retour. C'est surtout ça qui Cette revient. notion de miettes. Ah Ce oui, qui de revient donner le des plus, c'est miettes. vraiment, voilà, d'énormément donner et d'avoir si peu finalement. Ou quand C'est tu as ça. l'impression que ça y est, l'évitant, il va enfin s'ouvrir plus. Et hop là, non, il se referme en fait. Et ça revient beaucoup. Et après, du jour au lendemain, bah, il n'y a plus personne. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a fermé la boutique et il n'y a plus personne. Ouais, c'est ça. Et Donc du coup, ça le revient partenaire souvent, est ça. complètement perdu. Ouais, voilà, c'est C'est ça. pas mal de Parce que choses bon, qui ta reviennent. base de données, toi, je dirais, de gens qui t'écrivent, bon, j'ai visité Oui, évidemment ta page oui, oui. et j'ai vu le nombre de gens qui écrivaient, c'est incroyable. Donc, tu as, pour moi, une base de données et tu as beaucoup de connaissances pratiques Oui, que les gens n'ont pas nécessairement sur bien un plan sûr, théorique. Parce que bon, à un moment donné, nous, on étudie ça bien sur un sûr. plan. Bon, j'ai dû aussi écouter Oui, pas mal de oui. témoignages d'évitants, mais c'était beaucoup des évitants à qui je posais des questions. Mais là, tu as vraiment surtout des anxieux, je pense, qui te parlent, ou tu as les Il deux. y a les deux. Tu as les deux, hein. Ouais. Tu as les deux. J'aurais pas cru d'ailleurs que j'aurais D'accord. des Donc pour évitants qui toi, parleraient. ce qui est essentiellement ressorti de tes témoignages, c'est vraiment le donner des miettes, le fait que ils peuvent du jour au lendemain ghoster, bloquer. Ben, en fait, le partenaire est sur un siège éjectable tout le temps, quelque part. Oui. Il se sent jamais finalement en sécurité. Mais ça, c'est un point d'ailleurs il faut vraiment comprendre parce que, tu sais, je pense qu'il y a encore un élément qu'on pourrait aborder qui pour moi est très important, c'est la notion de sécurité émotionnelle chez l'évitant. Hmm, L'évitant a vraiment besoin de sécurité voilà, oui. émotionnelle. Le problème de sa sécurité émotionnelle, c'est comme le reste chez lui, c'est que c'est très unilatéral. Hmm, D'accord? tout à fait. Évidemment, quand toi tu es partenaire d'évitant, Mhm. personne ne prend en considération ta sécurité à toi. Non, exactement. Or, le, Exactement. le poste le plus insécure, c'est d'être avec quelqu'un pour qui la relation n'est pas importante. Exactement. Imaginons, toi, tu es avec quelqu'un pour qui la Exactement. relation n'est pas du tout centrale dans sa vie. Ah ben, Tu es comme un sac de sable dans une montgolfière qui veut s'envoler. tout à fait. La première chose qu'on jette, La ben, c'est le première sac de chose qu'on sable. jette, c'est le sac de sable. Donc, en fait, quand tu parles de la sécurité émotionnelle de l'évitant, il faut partir du principe que pour un partenaire d'évitant, tu n'as pas du tout intérêt à mettre tous tes besoins ou tes besoins dans les mains d'un évitant, puisque, au fond, pour lui, la relation est périphérique. Tout à Et fait. donc, c'est la relation elle-même qui est périphérique, et donc, par ricochet, le partenaire. Oui, Le partenaire se sent dans une relation où il n'est pas du tout central, il est mis à la périphérie, mais c'est très difficile de combiner cela avec l'idée de relation dans laquelle tu vas mettre tes besoins dans les mains de quelqu'un qui ne te considère pas du tout comme quelque chose, comme un élément central. Et donc, cette insécurité qui va toucher qui? Les anxieux, oui, oui. essentiellement, qui, eux, Oui, oui. recherchent aussi quelque part de cette sécurité, ça va les activer, ça va les faire souffrir. Bah, Énormément, complètement, bah, complètement. énormément. Ça va les détruire Et même. donc, c'est triste de voir comment, si tu veux, les anxieux, dans une certaine mesure, se trouvent dans des états de souffrance Ouais. extrêmes. Et quand tu lis les témoignages de ces pauvres personnes, c'est vrai que s'ils avaient compris, ben, le problème, c'est que si un évitant n'a pas fait un travail sur lui-même, le fait de mettre tes besoins dans ses mains, c'est compliqué, hein. En tout cas, si tu es dans une relation, en tout cas, si tu es dans une relation où tu recherches cette harmonie, cette réciprocité, cette bidirectionnalité, cette idée de je vais prendre soin de toi, tu Mm, vas prendre soin de mm. moi, je vais être là pour toi, j'attends de toi Cet d'être là équilibre. pour Ouais, moi. ouais. Donc en fait, cette espèce de définition de la relation saine, qui est une relation équilibrée, qui est Ouais. bidirectionnelle, est compliquée avec un évitant qui n'a pas fait de travail sur lui. Donc le pauvre évitant, lui, finalement, c'est pas que son intention est mauvaise, c'est que s'il ne fait pas un travail sur lui, c'est compliqué pour lui d'être dans une relation de ce type-là. Tandis que l'anxieux, et c'est aussi un des points très importants que j'aimerais aborder, parce que souvent, chez les psychologues français, surtout en France d'ailleurs, moins aux États-Unis, on a tendance à renvoyer dos à dos les deux dysfonctionnalités. Oui, Alors clairement, le dépendant affectif est quelqu'un de dysfonctionnel. bien C'est sûr, quelqu'un qui, d'ailleurs, bien sûr. on peut voir des témoignages des gens qui sont avec eux, ils les étouffent, Ah oui, ils sont ils très, sont ils sont- oppressants, c'est oppressant, la relation devient ils compliquée. remplissent jamais. Voilà. Ouais, ouais. Mais par contre, ce qui est très intéressant et très important de noter, c'est que quand tu es dépendant affectif et que tu es anxieux, l'objet de ton anxiété, finalement, c'est la relation. Ça veut Mm, dire que c'est comme si c'est ça. l'anxieux veut trop de relations.
Et C'est il en ça. veut tellement qu'il t'étouffe. C'est ça. D'accord? L'évitant, il veut une relation, mais il fait tout pour pas l'avoir. C'est ça. Il veut tout pour avoir une relation ou de l'amour et il fait tout pour le saboter. C'est ça. Donc, tu ne peux pas mettre ces deux dysfonctionnalités, même si elles sont dysfonctionnelles, Oui. sur le même pied d'égalité, Non. parce que l'une est en phase ou alignée avec l'objet de ce qu'elle cherche, ça veut dire la relation, et l'autre est complètement opposée. Et Exactement. donc, en termes de Exactement. compatibilité entre un évitant dédaigneux et un dépendant affectif avec une relation bidirectionnelle, c'est pas la même chose. C'est pas la même Attention, chose. je ne suis pas là pour discriminer les évitants. Avec Non. toute la bonne volonté du monde, il faut vraiment comprendre que ce sont des gens qui ont développé des mécanismes de fonctionnement très inconscients. Ce sont des mécanismes de défense. Il n'y a aucune forme de jugement là-dedans. Bien sûr. Il y a un travail à faire, mais il faut véritablement comprendre que si à un moment donné, ces personnes veulent vivre des relations saines, bidirectionnelles et basées sur un minimum de devoirs et de Mm. responsabilités, et véritablement vivre l'amour, Mm. ils sont obligés de faire un travail sur eux. Tout à Et fait. c'est très important de le comprendre, parce que sinon, on va passer notre temps à tout renvoyer dos à dos, et même si ces deux dysfonctionnalités, elles ne sont pas totalement équivalentes. Tout à fait. Voilà, c'est très important de le comprendre. Je pense que ça sera notre mot de la fin, sauf si tu as Voilà. quelque Non, chose non, à non, rajouter. c'était un plaisir de t'avoir ici à Bruxelles avec nous. Ça m'a fait plaisir de venir aussi. Merci Malik. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.